La dernière partie parle de l'affaire Adiakli, reprise du procès ce jour à Lomé, la capitale du Togo. Firbert, on peut rappeler un peu les faits. La famille Adiakli a assigné le journal L'Alternative en justice pour avoir publié un dossier l'accusant d'avoir détourné plus de 400 milliards de nos francs dans la commande du pétrole au Togo. Vous pouvez aller plus en profondeur de ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas que je puisse aller un peu plus en profondeur parce que c'est à la justice ou c'est devant les tribunaux qu'on ira un peu plus en profondeur où notre confrère Ferdinand Haïté et la famille Adiakli, où son conseil nous donneront plus de détails dans cette affaire. Maintenant, moi, par exemple, avant de parler de cette affaire et en ma qualité de journaliste, je demande solennellement à la famille Adiakli de retirer cette plainte. Retirer cette plainte, ça va aussi de l'honneur de cette famille et ça va aussi... ça nous protège en quelque sorte aujourd'hui. Ça va de l'honneur parce que depuis un moment, on parle de la famille Adiakli. Quand on voit les enfants Adiakli, on dit « Ah, ce sont eux, des choses comme ça. Ça ne protège pas trop. » Donc moi, je leur demande humblement de retirer la plainte. Ce n'est pas pour dire que peut-être Ferdinand n'a pas d'éléments ou Ferdinand a été manque de preuves. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain preuve. Mais je voudrais juste leur demander de retirer cette plainte-là. Et maintenant que peut-être un règlement à l'amiable soit trouvé entre les deux parties. Et c'est ce que moi je demande officiellement et solennellement. Maintenant, pour cette affaire, pourquoi je n'aime pas trop comprendre... Bien sûr, c'est la démocratie, hein? C'est la démocratie. On ne peut rien reprocher à cette famille d'avoir porté plainte parce que chacun veut laver son honneur. On ne peut rien leur reprocher, mais aussi, ils pouvaient trouver une solution devant la HAC. Devant la HAC, notre haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, le fait d'aller à la justice, moi, je pense que ça fragilise un peu la liberté de presse. Ça fragilise un peu la liberté, même si les journalistes vivent avec les procès. Au fond, avec une petite expérience que j'ai acquise... La vue de Jean-Pierre Fabre. Moi, je dis que ça fragilise un peu la presse. Ça fragilise, parce que peut-être, ce n'est pas au Togo dans la dépénalisation du délit de presse. Mais quand vous allez au tribunal, quand demain, vous savez que vous avez un procès, c'est-à-dire toute la semaine, vous êtes occupé à préparer le procès. C'est-à-dire, vous appelez votre conseil, vous allez le voir, qu'est-ce qu'il faudra dire, vous avez d'autres éléments, et vous faites que ça, alors que vous êtes journaliste. Alors, votre rôle premier, c'est quoi? C'est de chercher les infos. Ce n'est pas préparer un procès. Donc, ça fragilise. Tout d'abord, votre rédaction, ça fragilise vous-même. Psychologiquement, on n'est plus assis. Moi, je pense que Ferdinand doit vivre toujours la même situation. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. C'est comme, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous rentrez au tribunal, c'est là que vous savez qu'il y a un esprit. C'est comme il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Psychologiquement, ça abat. Ça abat. Donc, sur ce point, je demande qu'on retire la plainte et que Ferdinand Haïté et la famille Adiakli trouvent un terrain d'entente. Et après, que s'il y a présenté des excuses, on règle ce problème et on passe à autre chose. Francisco, oui, retirer la plainte, c'est une bonne chose, c'est un point d'entente. Mais écoutez, la famille aussi peut dire, on nous a accusés pour rien. Il faut démontrer bec et ongle là où nous avons détourné plus de 400 milliards. Quand vous voyez le coût de la vie aujourd'hui des Togolais, comment ils vivent, c'est difficile pour les Togolais de concevoir qu'une seule famille détourne plus de 400 millions, ou bien 400 milliards plutôt. C'est la première fois également que j'ai l'opportunité de parler de ce dossier. Donc, moi, tout d'abord, mes mots de confraternité vont à Ferdinand Haïté. La solidarité au niveau la solidarité de la presse. Oui, et puis pour le travail qu'il a bas, parce que et à la presse en général, d'accord, particulièrement à Ferdinand Haïté, parce que les dossiers d'investigation, ce n'est pas facile. Surtout les journalistes togolais qui sont à pied, en moto, et partout, ce n'est pas évident. Et puis, lorsque tout ce dossier a commencé, oui, tout le monde crie, oui, la preuve, on va voir, oui, mais est-ce que vraiment nous sommes solidaires vis-à-vis de notre confrère? Il a dit, lorsque vous avez un problème au tribunal, c'est tout un arsenal, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas, hein. Vous êtes là constamment, sonné de partout. Mais
Et quand je vois, moi, déjà le début du dossier que je suivais, moi, j'ai toujours dit qu'il y a un anguille sous roche. Il y a un anguille sous roche parce qu'il y a une partie du dossier que des écrits de Ferdinand Héritier, lorsque j'avais lu, lorsqu'on dit que un fils à Diakri qui crée une société ici au Togo et qui fait amener sa belle famille et que toute sa belle famille pratiquement travaille qui sont des Blancs, voilà, des Français en plus encore, pour piller le Togo. Donc, qui sont ici et qui sont payés avec des avantages, des biens. Je dis déjà, l'existence même de la société, avec le travail qu'exerce son papa, crée déjà un conflit d'intérêts. Ça, il faut le dire. Et maintenant, quand nous allons aller dans le fonctionnement de cette société, peut-être écran ou de trading dont on parle, c'est pas normal que nous soyons au Togo et que pour de petits comptables, de financiers, il faut aller les chercher en France. Il y en a. Nous avons des chômeurs partout au Togo ici. Des jeunes diplômés. Donc ces choses-là, normalement, moi, au prime abord, je pensais que la justice togolaise devait se saisir d'abord de cette histoire de conflit d'intérêts. D'accord? Parce que le papa étant à la tête de l'office, le fils vient de créer la structure qui traite avec la centrale d'achat ou de fixation des prix. Ça devient déjà un problème. La justice togolaise devait déjà ouvrir les yeux là-dessus. Et puis, les finances d'État, est-ce qu'une telle société-là existe? Que les employés, c'est-à-dire essentiellement les cadres, sont que de la belle famille. C'est pas normal. On dit Togo, c'est pour les Togolais. On ne peut pas avoir une petite structure comme ça et que autant d'argent soit versé. Parce que lorsqu'on parle de détournement de 400-700 milliards, si nous allons compter tout ce qui est versé comme cet argent à la belle famille qu'on a ramené pour travailler avec chose. Lorsque nous allons faire des intégrations fiscales, les corrections fiscales, vous allez constater que la fraude est plus que ça. Parce que c'est de l'argent qui est rapatrié systématiquement en Europe. D'abord, ça, c'est mon premier côté, mon premier aspect sur lequel j'avais voulu voir la justice togolaise et puis ces démembrements bondis pour nous dire qu'on est en train de protéger les Togolais, on est en train de protéger l'argent du Togolais. Bien, maintenant, ce qui a été reproché aux confrères, que c'était une allégation, qu'il apporte les preuves. Mais nous sommes des journalistes. Ce n'est pas un journaliste qui apporte les preuves de ce qu'il a écrit. Lorsque vous apportez les preuves de votre écrit, c'est que vous liquidez votre source. Ça, c'est systématique. Et vous n'en aurez plus. Surtout dans un pays comme le Togo, où vous êtes traqués de partout, où la source n'est pas protégée. Est-ce que vous voyez? La loi protège bien la source d'information. Est-ce que les gens vont voir les choses de cet acabit? C'est vous qui accusez. Et maintenant, c'est à vous d'apporter les preuves. À partir du moment où la loi protège les sources, pourquoi vous voulez que je donne une chose? Quand je ne vous donne pas, même écoutez, le travail, comment ça se fait? Mais vous avez l'information, vous avez l'exactitude, mais vous ne pouvez pas prendre systématiquement ce que vous avez comme information, ce que vous avez comme. Vous êtes obligé parfois souvent, n'est-ce pas, d'essayer d'arranger de sorte à ce que vous puissiez dissimuler un peu quelques éléments pour ne pas se faire découvrir. Est-ce que vous voyez? Sinon, demain, vous n'avez plus, la presse est morte. Si on doit demander aux journalistes d'apporter les preuves, de publier les preuves, non, on peut donner des brins d'indices, mais pas jusqu'à aller publier une source, une preuve. Ça, c'est impossible. Donc, la justice qui demande ça, et les avocats qui demandent ça, ce n'est pas normal. Maintenant, les choses ont évolué. Et là, c'est par rapport à ce qu'ils appellent l'inspection d'État. Et moi, je me réjouis qu'au moins pour une première fois au Togo, l'État a pu s'intéresser à un problème relevé par la presse. Je n'ai pas encore le contenu de l'audit, mais déjà le fait que
l'État et que même le ministre a dit devant l'Assemblée qu'une commission a été créée pour élucider le problème. Déjà, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. D'accord? Donc, voilà où nous en sommes avec aujourd'hui beaucoup de choses qui sont en train de sortir sur les réseaux sociaux et dans la presse. Moi, je m'attends que les jours à venir, que la famille Adiakri aille porter plainte pour ce qui est en train de sortir sur les réseaux sociaux et dans les presses. C'est-à-dire que ce qu'on dit qui relève de l'enquête, qui est supposé relever, puisque je n'ai pas encore vu l'exactitude, que la famille Adiakri, parce que ça sort dans les presses, aille porter plainte contre la commission de l'État pour diffamation. C'est ce que je m'attends, c'est à quoi je m'attends maintenant. Parce que cette affaire, c'est inadmissible qu'on soit dans un pays. Le pétrole, si vous savez, l'augmentation du prix du pétrole, ce que ça crée comme préjudice au Togo. Vous voyez, quand le prix du carburant augmente, le transport chamboule. Le transport chamboule, c'est-à-dire des personnes et des biens. Et lorsque de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à destination, vous ne pouvez pas accroître le prix du transport ou le fret, c'est que votre marge est érodée. D'accord? Quand votre marge diminue, c'est que vous payez moins d'impôts. C'est-à-dire que si on parle de la fluctuation du prix du carburant et les augmentations successives que nous avons subies au Togo, ce que ça a créé comme préjudice pour la nation togolaise, pour les entreprises togolaises, ce n'est pas 400 milliards. C'est des milliards inestimables. Ils ont créé des... C'est-à-dire que même des manques à gagner dans les caisses d'État en termes d'impôts. Ne prenons pas la chose que... Bon, parce que le journal a dit qu'il y a un 500 milliards qui a été détourné. Non. Lorsque nous allons aller dans la vérification, dans l'inspection, pour voir ce que toutes ces augmentations non justifiées, d'accord, on peut créer comme préjudice pour la nation togolaise, ce n'est pas 400, ce n'est pas 700 milliards. Et puis vous aussi, vous avez l'obligation de demander des comptes, parce que nous payons le carburant tous les jours, nous payons des denrées alimentaires sur, parce que lorsqu'on augmente le prix du carburant, c'est les marchandises également qui augmentent de prix. Donc moi, c'est à cela. Et pour peut-être une première fois, je peux féliciter le chef de l'État pour avoir pris l'initiative de créer cette commission. Pour créer cette commission qui, selon les résultats, les fuites de résultats que nous avons, qui dit que les gens sont des commis de l'État, qui sont dans des chambres, dans des bureaux, qui se distribuent des revenus à la fin des réunions. Et qui peuvent s'acheter les champagnes jusqu'à 13 millions pour juste une réunion dans ce pays. Pendant ce temps, nous n'avons pas de lit dans nos hôpitaux. Nous n'avons pas d'école. Nos routes, nos ponts. Allez, moi, je vous ai toujours dit, allez à Bassar depuis un moment. On ne peut pas avoir la route pour quitter Sokodé pour aller à Bassar. Peut-être que la réparation ne fait même pas 10 milliards. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, moi, ma position par rapport à ce dossier. Ce dossier-là où c'est ici, vraiment, ce qu'on nous a dit, ce que nous avons eu comme fuite sur les réseaux sociaux, que le chef de l'État a commis, disons, l'audit, qui a abouti à un résultat, qui a fait des recommandations, il faut que l'État porte plainte. Il faut que l'État porte plainte. Sinon, comment l'appelle-t-on, le cinéma autour de la plainte des Adiakri, ça, je me dis que si on avait une justice responsable et capable, l'affaire-là, le tribunal devait s'auto-saisir de ce dossier. Et vous voyez, si vraiment la conclusion est exacte, ce qui veut dire que la Cour des comptes du Togo, il faut vider tout ce monde qui est là-bas. Parce que ce n'est pas après, lorsque le chef d'État va commettre une autre commission, qu'on va dire qu'on a découvert des choses. Alors que là, c'est le travail permanent de la Cour des comptes. Depuis combien d'années? On parle de 2012 que ce comité de fluctuation, ou bien des prix existait. Or, nous avons la commission des comptes. Nous avons vos amis là, Apricia, Firmin, ou bien... Ce sont mes amis. Oui, Apricia. Mais il y a des choses. Si toutes ces commissions vont rester, et la justice togolaise va rester, et pendant ces années, il y a de ces choses qui se passent.
C'est inadmissible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est inadmissible. Je pense que l'un des fondamentaux de la démocratie, si je veux aller un peu dans le sens de Francisco Napokura, je pense que l'un des fondamentaux de la démocratie, c'est la culture c'est la reddition des comptes. La transparence aussi. Ouais, c'est très important. C'est tellement important. Avec ce défi à Diakli, il va falloir que le chef de l'État continue dans cette dynamique, surtout avec ce nouveau mandat-là. Parce que quand des gens sont dans le pays, ces constituants sont là, et voient peut-être et entendent parler de corruption, avant même d'aller au fond, ce sont des choses qui frustrent. Ce sont des choses qui rendent vraiment aigris. Et aussi pour un pays beaucoup plus apaisé, pour un pays beaucoup plus tranquille, pour un pays qui veut beaucoup plus se développer, surtout avec un chef d'État qui vient d'entamer un nouveau mandat, il va falloir que le chef de l'État exige la réduction des comptes à tous les niveaux et dans tous les départements ministériels et au niveau de tous les projets pour qu'à l'avenir, qu'il n'y ait plus de telles situations, qu'il n'y ait plus de méfiance, qu'il n'y ait plus de désamour entre lui et son peuple ou des gens qui l'ont élu. Parce que, vous savez, nous avons dit ici, sur cette antenne, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le fait c'est cette disposition qui oblige à déclarer des biens. Lorsqu'on est élu à un poste, lorsqu'on est nommé, c'est-à-dire les ministres, les directeurs de société. Comme dans les grandes démocraties, comme on parlait de la France, mais les Français le font. Hein. Oui, la déclaration des biens systématique. Donc c'est parce que, c'est-à-dire quand la personne est élue ou nommée, donc si la personne a 100 francs, lorsqu'il sera au soir de son mandat, on lui dit vous avez maintenant combien, et là on va pouvoir évaluer. Et là ça va nous permettre d'éviter ces choses-là, ces situations. Parce qu'on ne peut pas faire la démocratie avec la corruption. On ne peut pas faire la démocratie avec la non-transparence. On ne peut pas se développer avec la corruption. Avec une certaine opacité. C'est-à-dire, du moment où le président de la République lui-même a dit en 2012, il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Le jour où on commencera par faire la reddition des comptes ou la déclaration des biens, on va éviter cela. On va éviter que l'argent se concentre seulement entre les mains d'une petite minorité. Et que c'est à partir de ce jour qu'on va permettre à l'argent de circuler dans le pays. On ne peut pas se développer avec l'opacité, on ne peut pas se développer avec la corruption. La corruption, il faut qu'on l'oublie, bien sûr. La corruption, on ne peut pas la contrôler à 100%. Mais il faut qu'il y ait une guerre qui soit déclarée. Et avec la police que le président de la République a mise en place il y a déjà quelques années, qui fait son travail, avec cet audit que l'État a enclenché, mais je pense que c'est des éléments qu'il faudrait encourager et des éléments dont on a besoin pour consolider notre démocratie, surtout en ce temps si précis où les Togolais crient toujours à la vie chère, les Togolais crient toujours à la faim, les Togolais crient toujours aux conditions sociales difficiles, avec les hôpitaux qui manquent de lits, avec l'éducation, avec l'éducation qui ne va toujours pas, où l'enseignant, le professeur Kokoroko l'avait dit, les appartements ne sont pas des classes de cours. On a besoin d'argent. Il faut sortir de cela. Maintenant, par rapport au procès. Oui. Par rapport au procès. Et j'allais poser cette question. On sait déjà que les avocats du journal Alternative exigeaient les résultats de l'audit diligenté par le gouvernement dans cette affaire avant la reprise de tout procès. Et on sait que Maître Éric Sosa, l'avocat, avait jugé, je pense, la famille d'aller au dilatoire. Aujourd'hui, est-ce que, justement, l'audit là est sorti? Est-ce qu'on a l'audit pour pouvoir continuer le procès, puisque le procès reprend aujourd'hui? Non, le problème aujourd'hui qui est compliqué à mon sens, je ne pense pas que ce soit à notre confrère de demander l'audit, de demander les résultats de l'audit. Parce que notre confrère a fait un travail indépendamment de quelque audit que ce soit. C'est parce que notre confrère dispose d'éléments, entre guillemets, peut-être probants à son niveau, et c'est pour cela qu'il a fait son travail. Et donc, il a toujours dit qu'il répondra, même si le procès est pour demain, qu'il se sent prêt. Je ne pense pas que l'audit, là, celui peut-être qui pourrait demander l'audit, peut-être c'est le ministère public, c'est-à-dire la justice ou le procureur de la République, peut-être qu'il va demander à avoir assez d'éléments en ce qui concerne la commande publique de
pétrole. Pour être clair, Maître Sousa, c'est l'avocat de la famille Adjakli. Oui. Donc il reviendra à l'État de demander l'audit ou au procureur ministère public ou au président du tribunal, ou à la justice dans son ensemble. Donc, moi, je dis simplement que si notre confrère se dit prêt, est très sûr, donc il n'a pas, lui-même n'a pas besoin de l'audit, il va et il se défend. Même moi, je ne voudrais plus que ce procès-là se poursuive, qu'on mette fin à ça là, parce qu'en fait c'est la République, c'est beaucoup de choses qui se mélangent. On n'a pas besoin maintenant. On a besoin pour le moment d'un pays réconcilié, d'un pays apaisé. On a besoin que le pays se développe. Ce ne sont pas ces choses-là, ces procès-là, qui vont nous permettre de nous développer. Au contraire, la lettre a été déjà donnée. Les premières autorités du pays ont déjà pris le problème à bras le corps. Si un remarque des erreurs ou des dysfonctionnements ou des bévues commises par endroit, elles pourront sanctionner, elles pourront punir, ou elles pourront même saisir la justice. Si l'État en réalité se dit, tiens, la famille Adjakli m'a volé 500 milliards, il reviendra à l'État de poursuivre à la famille Adjakli et il reviendra à la famille Adjakli de payer ces milliards volés. Donc, à ce niveau. Maintenant, l'autre chose que je voudrais aussi ajouter, qui est important à mon sens, oui, on demande aux journalistes d'apporter les preuves. On m'a demandé ça aussi. Chose banale. Oui, c'est tellement difficile, mais c'est-à-dire, en réalité, André, ce que je sais, c'est que... En réalité, c'est très important d'avoir une source sûre. Oui, le fait d'avoir... Mais on ne demande pas aux journalistes d'apporter les preuves. Ce n'est pas normal. Vous êtes journaliste, vous qui me posez, Michel. Oui, bien sûr. Et il va falloir que ceux qui nous suivent le sachent, quoi. Est-ce qu'ils sachent que vous êtes journaliste? Ça doit être clair pour tout le monde. Non, mais en réalité, ça a été très difficile au procès, parce que quand on demande les preuves, les journalistes, en réalité, ils n'aiment pas sortir les preuves. Est-ce que les gens ne savent pas? Ce n'est pas qu'on n'aime pas, on ne doit pas, ce n'est pas notre devoir. C'est celui qui est accusé qui doit apporter la preuve. En réalité, qui n'a pas fait. En réalité, en droit, je pense qu'il appartient aux plaignants d'apporter la preuve. Oui. C'est-à-dire au demandeur ou au plaignant, d'apporter la preuve. C'est-à-dire, c'est celui qui accuse. Je vous accuse, je vous dis que c'est vous qui avez volé. Et vous dites, vous n'avez pas volé, donc pourquoi que vous n'avez pas volé? Mais selon vous, comment la famille Adjakli peut maintenant apporter la preuve? C'est pourquoi normalement, c'est pourquoi dans les pays développés, c'est le parquet qui s'auto-saisit. Quand un journaliste sort une affaire, on ne convoque pas le journaliste. Non. Même si on le convoque, c'est pour avoir des informations complémentaires. Et le parquet fait ses enquêtes, et le parquet dit c'est vrai ou c'est faux. C'est qu'on ne laisse pas jusqu'à pourrir et que, la famille ne sachant pas où aller, au lieu d'aller à la HAC, il court à la justice. Est-ce que vous voyez? Donc moi je dis il ne revient pas à notre confrère Ferdinand Haïté d'apporter les preuves. Il ne lui revient pas si la famille se dit qu'elle n'a pas volé, excusez-moi, mais c'est ça, qu'elle n'a pas détourné 500 milliards, c'est le mot que je cherchais, qu'elle n'a pas détourné 500 milliards ou 400 milliards, donc il lui revient d'apporter... Je veux que ça soit clair. Je dis Firmin a détourné 200 millions de francs CFA. Je quitte de quelle base pour pouvoir le dire? C'est moi qui avance là. Ouais. C'est vrai. Moi, on doit se comprendre. Oui, moi j'ai des éléments. Moi peut-être qu'il vous dit que vous avez détourné. Je suis en train de vous m'accusez en réalité, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, vous m'accusez et vous dites que vous avez des éléments. Moi je vais dire que vous, excusez-moi, mais vous mentez que vous n'avez pas d'éléments. Alors je dois prouver en réalité que ce que vous dites est faux. Je dois prouver que vous dites ce que vous dites. Je dois me laver en fait. Je dois me laver. Je dois tout faire pour prouver aux yeux du monde que je n'ai pas détourné de l'argent. Et si vous arrivez à le prouver? Et si j'arrive à le prouver, alors c'est là où vous êtes coincé. Oui. C'est là où vous allez trouver vos preuves que vous avez à votre disposition insuffisantes. Donc vous savez, cette histoire de 500 milliards, 400 milliards. 400. Oui, on dit plus de 400. Oui, mais c'est des situations tellement compliquées. Je pense que pour pouvoir réunir tous les papiers, et aussi à la famille Adjakli, pour pouvoir réunir tous les papiers prouvant qu'elle n'a pas détourné 500 milliards, ça va être difficile aussi. Donc, à notre niveau aussi, le procès, si on ne peut pas attention, parce qu'on aura besoin de beaucoup d'éléments, parce que c'est pas 500 milliards n'étaient pas quelque part, et puis on était allé prendre. Ou peut-être, il n'y avait pas
pendant des années sûres. Oui, donc il n'y a pas de papier qu'on peut retrouver du jour au lendemain facilement comme ça. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de mois pour pouvoir réunir tous les éléments. C'est pour cela qu'il y ait un terrain d'entente. Un terrain d'entente, et puis qu'on tourne cette page-là. Parce qu'en réalité, nous, journalistes, bien sûr, on nous injure, on crache sur nous, on nous critique, on peut aller au procès autant de fois. Nous, bien sûr, ça fragilise la liberté de la presse, ça nous fragilise un peu psychologiquement, matériellement, financièrement. Nous, on sait qu'on nous critique tous les jours. Mais c'est la famille qui va beaucoup plus payer. C'est le nom de la famille. Autant cette affaire a dû, autant on parle de la famille et on ne parle pas de la famille ou du nom de la famille en bien. C'est cette situation même déshonorante. Parce que même du jour au lendemain, si on arrive à prouver, si la famille arrive à prouver qu'elle n'a rien à voir avec les 500 milliards, mais il y a beaucoup d'esprits qui gardent dans leur tête que la famille a détourné plus de 400 milliards. Alors pour le bonheur de la famille, pour le bonheur de notre société que nous sommes en train de construire... C'est un appel finalement que vous lancez. Oui, c'est un appel pour le bonheur de cette famille, pour l'honneur de cette famille, et pour cette société que nous sommes en train de construire. Moi, je demande encore à la famille de retirer la plainte et que notre confrère Ferdinand Ité soit laissé tranquille et qu'un terrain d'entente soit trouvé, qu'un règlement à l'amiable soit trouvé et pour qu'il y ait la paix entre et la famille et la presse. Vous avez une minute. Non, c'est là où encore je reviens sur la commission créée par le chef de l'État. Oui, c'est très important d'aller aussi vite. Voilà. Donc, cette commission doit continuer son travail. C'est que doit être maintenue, renforcée, continuer son travail. Et la commission a bien conclu de mettre certaines personnes à la disposition de la justice. Et heureusement que ces personnes sont sur le territoire. Au départ, j'avais peur que les Adjakri, tout ça là, sont à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont tous sur le territoire. Donc, il va falloir que rapidement, la justice mette la main sur ces messieurs pour que ces messieurs nous disent ce qu'ils ont fait de l'argent, du carburant, ce qu'ils se distribuent, chaque réunion, des champagnes, tout ce qu'ils font depuis des années. Ça permettra aux Togolais de savoir qu'au moins pour une fois, le chef de l'État a tenu compte de leur douleur. Oui. Notre douleur, c'est-à-dire que le carburant, c'est le sang qui circule dans les veines de tout le monde tous les jours. Merci beaucoup Francisco Napokura. Je pense que le message est passé. Merci également à vous Firmin Teko Agbo. Ça a été un plaisir de pouvoir discuter. Nous avons passé un très bon moment. Donc c'est un grand plaisir. Merci à tous qui nous ont suivis aussi. Merci, on se retrouve la prochaine fois surtout avec le même plaisir. À très bientôt. Merci.